TF1 20h avec Roger Giquel. DC-10, malgré les vérifications, Washington maintient l'interdiction de tout décollage pour les appareils des compagnies nationales et à l'instant, l'administration américaine vient de prendre la même décision pour les Airbus. Limitation de vitesse renforcée, fausse rumeur, mais contrôle plus sévère sur les routes. Le pacte national pour l'emploi des jeunes devient officiel demain. Sur 100 chômeurs, 39 ont moins de 25 ans. Bonne surprise à Roland-Garros, Noah passe avec panache le premier tour. Bonsoir. Oui, il faut revenir longuement sur le premier titre de ce journal. Quelque part, l'information a mal circulé, et c'est grave, sur l'interdiction de vol des DC-10 aux États-Unis. Hier, on avait cru comprendre que cette interdiction était toute provisoire, qu'il s'agissait seulement d'immobiliser les DC-10 pour vérifier leur système d'attache des réacteurs. Et d'ailleurs, c'est comme cela qu'en France, pour l'UTA par exemple, et dans tous les autres pays du monde, pour les compagnies qui ont des DC-10, on avait interprété les choses. Toutes les compagnies, dont l'UTA, ont annoncé qu'elles vérifiaient leurs avions. Ces vérifications ont été dans le monde entier relativement rapides, quelques heures, et puis l'exploitation ne s'est pas arrêtée, les vols ont continué. Or, nouveau coup de théâtre ce soir. Aux États-Unis, l'administration fédérale a confirmé il y a un instant seulement que tous les DC-10 américains étaient vraiment interdits de vol. Je dis bien interdits de vol, parce qu'on a découvert des défauts graves et potentiellement dangereux dans l'assemblage des pylônes d'attache des réacteurs. Il ne s'agit donc plus de la défaillance d'un simple boulon, et il ne s'agit plus seulement des DC-10, puisque Washington, on vous l'a dit tout à l'heure, a annoncé il y a seulement quelques minutes que les Airbus A300 sont interdits de vol aux États-Unis parce que le montage des moteurs d'ailes de ce type d'avion est similaire à celui du DC-10. Alors pour l'instant, restons au DC-10 de Washington, Dominique Bromberger. Il n'y avait eu que quelques vols annulés au milieu de l'un des week-ends de plus intense trafic aérien de toute l'année. Simplement, dans les hangars, une activité constante sur les DC-10 des diverses compagnies aériennes. L'administration de l'aviation civile, dans un premier temps, n'avait demandé qu'une chose, vérifier le boulon qui attache le réacteur à l'aile et la cloison du support du réacteur. À partir du moment où le responsable de tout le mal était ce boulon, le diagnostic et la réparation étaient simples et pouvaient être menés relativement rapidement. Vous n'avez qu'à enlever la cloison, enlever le boulon en question et à en placer un autre suivant les indications du constructeur. Mais American Airlines, la compagnie qui avait subi le désastre, ne s'en était pas tenue à cette explication. Toutes les pièces critiques de l'appareil avaient été enlevées des lieux pour être examinées. Et en Californie, chez McDonnell Douglas, le constructeur, la prudence était de rigueur, avec en tout et pour tout, ces jours derniers, une seule déclaration. Nous nous refusons à établir un lien unique et direct entre ce boulon et l'accident. Si la presse américaine avait au lendemain de Chicago rappelé que le DC-10 avait déjà subi plusieurs accidents, une espèce d'unanimité s'était établie de la part des porte-paroles des compagnies aériennes ou des dirigeants de l'aviation civile pour dire « le DC-10 est un bon avion à l'exception de ce boulon ». Hier pourtant, un représentant du Conseil pour la sécurité des transports avait déclaré « si un DC-10 est conçu pour voler sur 2 réacteurs, il aurait dû pouvoir prendre de l'altitude puis se poser, même en ayant perdu un réacteur ». Il semble bien que ce soit le diagnostic de cet observateur unique qui, en fin de compte, ait été juste. L'administration de l'aviation civile vient en effet d'annoncer à l'instant même que tous les DC-10 américains étaient désormais interdits de vol jusqu'à nouvel ordre. À cause de graves défauts dans l'assemblage des réacteurs avec les ailes. On a en effet découvert la trace d'usure de métal sur d'autres DC-10 en service. À travers le monde, ce sont 274 DC-10 qui sont en fonctionnement, transportant 135 000 passagers par jour. Un chiffre à vous donner le frisson. Dominique Bromberger, TF1, Washington. Alors maintenant, il faut bien sûr s'attendre, certainement, à un changement de position des différents pays et des différentes compagnies qui exploitent ces DC-10. Et aussi, il faut s'attendre à des réactions concernant l'Airbus A300, dont je vous rappelle que les Américains l'ont interdit de vol aujourd'hui sur leur territoire, parce que, disent-ils, les réacteurs sont fixés avec le même assemblage que sur les ailes du DC-10,
Et il faut donc attendre les réactions des constructeurs de l'Airbus, que nous n'avons pas encore, puisque la nouvelle de cette interdiction de l'A300 Airbus n'est tombée qu'il y a quelques minutes. La vie de l'automobiliste est pleine d'angoisse. Il y a les traites de la voiture, la vignette, l'essence et toutes les taxes qui vont avec. Ça fait déjà beaucoup de soucis, surtout quand le carburant augmente régulièrement. Ensuite, il y a la route qui n'est pas sûre, d'où les contraintes de sécurité auxquelles il faut se plier, et on s'y plie. Exemple, la limitation de vitesse. On finit par accepter tout ça, y compris la peur du gendarme et l'accident toujours possible, malgré tout, même quand on n'y est pour rien. Or, voilà que ce matin, l'automobiliste s'est réveillé avec une mauvaise nouvelle supplémentaire. Les radios reprenaient une information lancée au conditionnel, bien sûr, par notre confrère Maurice Cazot du journal Le Figaro, et selon laquelle la vitesse sur les autoroutes serait bientôt limitée à 110 km à l'heure au lieu de 130. Les 130 à l'heure, c'est déjà difficile à tenir avec une grande partie des voitures actuellement sur le marché. Alors comment se contenter de rouler à 110 sur l'autoroute avec tous les chevaux dont on dispose? Les constructeurs automobiles commençaient à lever les bras au ciel. Eh bien, ce soir, on peut dire non. La limitation à 110 à l'heure sur autoroute n'est pas envisagée, pas plus que les 80 km sur route ordinaire au lieu de 90, ou les 50 à l'heure en ville au lieu de 60. Nous avons consulté tous les ministères concernés, il n'en est pas question. Cependant, ces limitations ont bien figuré parmi toutes les hypothèses du gouvernement pour économiser l'énergie. Le ministère de l'Industrie a même fait référence dans ses projets à ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, on a dit, eh bien, on a fait remarquer que la vitesse sur autoroute est limitée à 80 km à l'heure, ça fait 55 miles. Quelqu'un au ministère de l'Industrie a pu se dire qu'à 110 à l'heure, les automobilistes français seraient encore privilégiés. Même si en Allemagne fédérale, à l'heure de l'Europe, la vitesse est seulement recommandée à 130 à l'heure sur autoroute, mais en réalité, elle est libre. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie ouest-allemand vient de dire que si nous adoptions d'autres limitations de vitesse en Allemagne, nous construirions bientôt des voitures techniquement aussi pitoyables que les Américains. Vous voyez que ce raisonnement va loin. Et dans ce raisonnement, on mélange facilement deux problèmes, la sécurité et les économies d'énergie. Finalement, donc, l'hypothèse de la limitation à 110 est écartée. Hier, le Premier ministre a fait ajourner le Conseil interministériel qui devait prendre un certain nombre de mesures d'économie d'énergie. Ces mesures, en tout cas, sont certaines. Il y en aura même tout un éventail qui ne concernera pas seulement les automobilistes. Elles ne seront annoncées, ces mesures, vraisemblablement qu'après les élections européennes, mais avant les grands départs en vacances. Un rappel des faits avec Catherine Mamet et puis un commentaire d'Alain Vellet. Pas question donc d'imposer de nouvelles limitations de vitesse. Ce que veulent les pouvoirs publics, c'est faire respecter les limitations en vigueur. Cela permettrait d'économiser 600 000 tonnes de pétrole par an. C'est que si en 1975, un automobiliste sur 4 dépassait les vitesses autorisées, en 1977, ils étaient 1 sur 3 et l'an dernier 1 sur 2. Police et gendarmerie viennent donc de recevoir des consignes de sévérité. Quoi qu'il en soit, l'automobiliste risque de faire d'une façon ou d'une autre les frais de la chasse au gaspillage. Le ministère des Transports a calculé le nombre de grammes de pétrole que vous coûtez selon le mode de transport choisi. Les résultats sont parfois surprenants. L'avion d'abord. Sur une ligne régionale, chaque passager coûte 173 grammes au kilomètre. C'est le record. Mais sur un Airbus Paris-Marseille, il ne coûte plus que 52 grammes. Et sur la ligne des Antilles en Boeing 747, 29 grammes au kilomètre. L'automobile peut coûter beaucoup plus cher. Celui qui conduit seul en ville à bord d'une grosse cylindrée consomme 93 grammes, 3 fois plus. Et 67 grammes s'il est à bord d'une petite cylindrée. Sur autoroute, avec 2 personnes à bord, la grosse cylindrée ne sera guère plus économe que l'Airbus sur le trajet Paris-Marseille, tandis que la voiture moyenne de 7 chevaux consommera 35 grammes. On vous conseillera donc le transport en commun classique. 23 grammes seulement pour le métro, 21 pour l'autocar et le train rapide TE, 18 pour le train de banlieue et 15 pour l'express. La première cible des chasseurs de gaspille paraît évidente, les grosses cylindrées, qu'elles aient 2 ou 4 roues. Y aura-t-il des mesures contraignantes? Les professionnels s'inquiètent. Nous comptons beaucoup plus, en ce qui nous concerne, sur la persuasion et une opération comme la chasse au gaspillage, qui consiste à responsabiliser les gens et à leur apprendre à conduire mieux, tout en conduisant parfois vite d'ailleurs, mais mieux, est une opération bien plus positive, bien plus intéressante, et nous apportons notre soutien à ce type d'opération. Au contraire, des réglementations contraignantes nous paraissent déresponsabiliser totalement les Français.
Mais l'automobile ne constituera pas la seule cible. Les transports représentent moins de 20% de la consommation énergétique, moins que le chauffage. Or, 1 degré de moins fait économiser 7% des dépenses de chauffage. En fait, toutes les formes de consommation seront passées en revue avant les départs en congé. C'est l'emploi et surtout l'emploi des jeunes qui sera demain le thème central du Conseil des ministres. On y adoptera le 3e pacte national pour l'emploi pour faciliter l'embauche de 400 000 jeunes à la rentrée. Ce sera un projet de loi qui sera soumis au Parlement pour entrer sans doute en application le 1er juillet et pour au moins 2 ans. À ce propos, je signale aux jeunes un guide qui vient de sortir et que j'ai là, le guide anti-chômage 79-80 intitulé l'après-bac. Un guide qui se propose de déblayer les problèmes et de donner des indications sur les filières à suivre pour déboucher sur autre chose que l'Agence nationale pour l'emploi. Nous allons voir avec François Gault quel est ce qu'on doit appeler, hélas, la situation du marché de l'emploi pour les jeunes. Sur 1 293 000 demandeurs d'emploi, 498 000 sont âgés de moins de 25 ans. En somme, sur 100 demandeurs, 39 sont des jeunes. Voilà la réalité des chiffres fin avril 1979. À présent, examinons le détail. Sur 100 jeunes demandeurs d'emploi, 63 sont des femmes. Sur 100, et toujours fin avril, environ 10 sont à la recherche d'un premier emploi. Enfin, sur 100, et cela aussi c'est important, 60 trouvent ou retrouvent un emploi en moins de 3 mois. Alors pourquoi existe-t-il un problème particulier d'emploi pour les jeunes? Eh bien d'évidence, parce que depuis 4 ans, l'activité économique s'est ralentie, les possibilités d'embauche se sont raréfiées, première victime les jeunes, et parce que le chômage n'a épargné aucune catégorie de salariés. Mais à cela s'ajoutent 3 réalités spécifiques aux jeunes. Problème d'embouteillage, chaque année de juillet à novembre, 650 000 jeunes sont à la recherche d'un premier emploi. Problème d'information, trop souvent elles font défaut entre le système scolaire et l'entreprise. Conséquence, les jeunes attendent plus longtemps leur premier emploi. Enfin, problème de formation par rapport aux besoins des entreprises. 40% des jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne possèdent aucun diplôme, aucune qualification professionnelle. Tous les pays d'Europe connaissent aujourd'hui une situation identique. Sur les 5 900 000 chômeurs que l'on compte dans la communauté européenne, 40%, on retrouve le même pourcentage, 2 400 000 sont des jeunes. Donc demain au Conseil des ministres, les mesures pour l'emploi des jeunes, mais aussi la mise en œuvre du nouveau régime de l'indemnisation du chômage économique, comme on dit, qui doit entrer en vigueur lui aussi le 1er juillet, avec des régressions, si vous vous en souvenez, sur les indemnisations. C'est demain également que reprennent les négociations entre le CNPF et les syndicats sur la réduction de la durée du travail. On a un peu tendance à mettre de côté en ce moment les problèmes sociaux autres que ceux de l'emploi, sans doute à cause du débat et des polémiques autour de l'élection européenne. Je vous rappelle tout de même que la CGT et la CFDT se sont rencontrées hier pendant 3 heures. Il n'en est rien sorti, en tout cas pour la presse. Je note aussi et surtout ce que dit le syndicat chrétien CFTC. Après la publication de l'indice des prix hier, 1% de hausse en avril. Pour ce syndicat, l'aggravation de l'inflation accentue l'urgence de véritables négociations salariales. Et puis à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'était les travailleurs immigrés qui étaient sur la sellette. Il s'agissait de modifier l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'introduction et de séjour des étrangers en France. Ce débat suscite une vive émotion chez les 4 500 000 immigrés vivant en France. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans leur rang, mais aussi chez ceux qui partagent leurs difficultés, leurs soucis. Je citerai simplement le début de l'éditorial de Michel Noblecourt dans le journal La Croix. La France va-t-elle perdre sa traditionnelle image de terre d'accueil? La question mérite d'être posée à propos de ce projet malvenu. Dans les associations antiracistes et chez les syndicats, on se dit décidé à agir contre ce projet. Sur ce qui s'est passé en tout cas aujourd'hui à l'Assemblée, là-dessus, Alain Chailloux. Ce projet, dit projet Barbonnet, a en fait un triple objectif. Contrôler plus strictement l'entrée des étrangers sur le territoire national, poursuivre de manière plus efficace les étrangers séjournant en situation irrégulière, enfin, faciliter leur expulsion en élargissant les cas où elle peut être prononcée. Face à ce projet, l'opposition indignée crie au scandale. Elle parle, je cite bien sûr, de projet de loi injuste, arbitraire, démagogique, de porte ouverte à tous les abus, de la volonté du gouvernement d'expulser les travailleurs, du véritable appel au racisme, de faire des émigrés, enfin, les boucs émissaires de la crise, alors qu'ils n'en sont que les premières victimes. Pour la majorité, au contraire, c'est une loi sévère, certes, c'est une loi difficile, sans doute, mais c'est une loi aussi indispensable.
Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, face aux attaques, répond qu'il y a un malentendu. Pour M. Bonnet, ce projet n'a pas d'autre but que de mieux contrôler les flux migratoires et ne sont visés de toute façon, c'est ce qu'il dit, que les étrangers en situation irrégulière. Donc une toute petite minorité à ses yeux. Les autres, au contraire, ont droit, c'est ce qu'il affirme, à la reconnaissance de tous les Français pour le travail qu'ils ont accompli. Le Parti socialiste avait déposé une exception d'irrecevabilité, le Parti communiste une question préalable, toutes deux ont été repoussées. La discussion a donc commencé, une discussion à la fois passionnée et passionnelle. Le projet sera sans aucun doute adopté assez tard dans la nuit, après avoir été fortement amendé. Vous avez pu le constater, si vous étiez à l'écoute à 19h40, la campagne électorale officielle pour les élections européennes a débuté à la télévision. Nous avions ce soir les 4 personnalités qui conduisent les grandes listes, celles que l'on appelle ainsi parce qu'elles sont les émanations des principaux courants politiques représentés à l'Assemblée nationale. Et demain, ce seront les petites listes, les têtes des petites listes qui auront la parole. Mais à côté de cette campagne officielle, il y a toujours les déclarations qui fournissent des informations politiques. Il y a aussi des explications que vous attendez certainement sur un certain nombre de problèmes européens. Par exemple, ce soir, qu'est-ce que le traité de Rome? Tel sera le contenu du journal des Européennes. Michel Debré, au Monde, il y a dans la majorité des divergences sur l'Europe. Tantôt elles sont volontairement atténuées et l'on parle de convergence, tantôt on accentue ces divergences et l'on nous traite d'anti-européens. Michel Jobert, quant à lui, préconise l'abstention le 10 juin. Olivier Stirn, vice-président du Parti radical, l'élection du 10 juin aurait pu être pour François Mitterrand l'occasion d'un nouveau départ. Curieusement, elle semble son chant du cygne, car le leader socialiste apparaît étrangement archaïque. Michel Cointat, dans une lettre à ses militants, le RPR doit changer de méthode sous peine de mort. Le député RPR d'Ille-et-Vilaine, qui ne soutient pas la liste Chirac-Debré, car il la juge anti-européenne, estime que la liberté de vote est possible et annonce qu'il ne votera pour personne. Jean-Jacques Servan-Schreiber propose à Jacques Chirac un débat à la radio sur le thème de l'Europe et de l'emploi. D'accord, dit Jacques Chirac à Marseille, mais à condition d'avoir aussi un débat avec Simone Veil. Le radical de gauche Roger Gérard Schwarzenberg, en confondant patriotisme et chauvinisme, Jacques Chirac et Michel Debré semblent réchapper d'un musée grévin de la politique. Charles Tillon, ancien membre de la direction du PC, figure parmi les signataires d'une motion de soutien à la liste socialiste. Jean-Marie Le Pen, qui s'est prononcé lui aussi pour l'abstention, vient d'adresser une lettre au président de la République. Il demande au chef de l'État s'il couvre de sa haute autorité les pratiques de la campagne électorale que le Front National juge antidémocratiques. Et puis le traité de Rome, qui prévoit depuis 1957 l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel direct. Comment a-t-il été préparé? Quelles sont ses clauses principales? Florence Schall. En 1950, l'objectif de Robert Schuman, un des fondateurs de l'Europe, était l'union politique. Union politique préparée par la création de solidarités économiques telles que la communauté européenne du charbon et de l'acier. Le 25 mars 1957, en signant le traité de Rome, 6 États, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, ont créé la communauté économique européenne. 3 nouveaux membres, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, y ont adhéré en janvier 1972. Mais les signataires du traité de Rome n'ont pas réalisé les vœux de Schuman. Cette communauté se fixait surtout pour objectif l'unification des politiques économiques, ainsi que la suppression des droits de douane et la libre circulation des hommes et des capitaux. La politique restait du domaine des relations inter-étatiques. Formons une commission politique, une commission de défense et une commission culturelle, tout de même que nous avons déjà une commission économique à Bruxelles qui étudie les questions communes. Le traité de Rome ne dit pas exactement quelles sont les compétences de la communauté et celles des États membres. Et de plus, le mécanisme d'élaboration des actes communautaires est très complexe. 2 organes de décision et d'action, la Commission et le Conseil de ministres. 2 organes de consultation et de contrôle, l'Assemblée parlementaire et la Cour de justice. Le Conseil, formé par tous les ministres des Affaires étrangères, arrête les règlements communautaires, mais il ne peut se prononcer que sur proposition de la Commission. Formée de 13 membres indépendants des gouvernements, la Commission est le chien de garde du marché commun. Elle veille à ce que les États respectent les décisions communautaires. Parallèlement, l'Assemblée parlementaire, composée des représentants des peuples des États membres, n'exerce en fait qu'un pouvoir de consultation.
tandis que la Cour de justice, composée de magistrats indépendants, veille à ce que le droit communautaire prime dans chaque État sur les droits nationaux. Dès 1974, le développement politique de la construction européenne a rendu nécessaire l'élection au suffrage universel de l'Assemblée. Le 10 juin, les peuples européens éliront 410 parlementaires, dont 81 Français. L'élection du 10 juin donnera-t-elle plus de pouvoir à cette Assemblée? Là est toute la question du débat actuel. Jean-Louis Burger, les autres nouvelles importantes de ce journal. La spéculation sur l'or se poursuit sur tous les marchés internationaux. 205 francs de plus qu'hier sur le lingot ce matin à Paris. La hausse s'est déplacée aussi sur le Napoléon et sur la rente 4,5% 73 qui pour la première fois a franchi la barre des 1000 francs. La normalisation des relations entre l'Égypte et Israël se fera que sous condition de réciprocité absolue, a déclaré ce matin M. Moshe Dayan au Conseil des ministres israélien. Jusqu'à présent, apparemment, tout se passe bien puisqu'on a assisté hier à l'arrivée des premiers navires de guerre israéliens dans le canal de Suez. Parallèlement, dans la même journée, Israël a libéré un nouveau contingent de prisonniers arabes, conformément à la promesse faite dimanche par M. Begin au président Sadat. Il s'agit d'hommes capturés en Cisjordanie. Jérusalem a annoncé d'autres mesures de clémence en faveur de 2 nouveaux groupes de détenus. Manifestation des grévistes de la Solmer sur la voie ferrée Paris-Marseille à la gare de Miramas. La ligne a été coupée et plusieurs trains immobilisés, dont le Mistral, de part et d'autre du barrage. La municipalité de La Baule a fait appel aux militaires cet après-midi pour nettoyer les 20 km de plage de la côte d'Amour. La marée avait apporté ces jours derniers et encore ce matin de larges plaques de mazout provenant, semble-t-il, de pétroliers qui avaient dégazé en mer. Quelques rochers de la côte sauvage ont été aussi souillés par le pétrole, mais ce dernier paraissait, lui, venir de beaucoup plus loin, venir du golfe de Gascogne. Aucun danger pour la population pour l'instant à Saint-Denis de la Réunion. Cependant, la faille qui s'est ouverte dans les flancs du volcan, la Fournaise, mesure 150 mètres de large et une énorme coulée de lave s'en échappe en descendant heureusement en direction de la mer. Décès du docteur Jean Solomides. Ce médecin s'était rendu récemment célèbre en vendant un médicament miracle contre le cancer. En fait, ce médicament avait été sévèrement mis en cause par plusieurs professeurs français, dont le professeur Jean Bernard. En décembre dernier, le docteur Solomides, malgré le soutien de nombreuses personnalités, avait été condamné à fermer son laboratoire et à la saisie du matériel. Cependant, son médicament n'a jamais été testé par les services officiels ni par les cancérologues. Son comité de soutien précise d'ailleurs ce soir que la campagne pour l'expérimentation de ce médicament continuera. Le docteur Solomides est mort d'une congestion pulmonaire. Inauguré par Jean-Louis Guillot, président de TF1, ouverture aujourd'hui porte de Versailles à Paris du 3e salon international de la communication publicitaire. 17 pays sont représentés. Ce salon a pour but de permettre les contacts directs entre les professionnels de la publicité, le public et les responsables de l'État et de la presse. En France, les annonceurs publicitaires ont dépensé cette année plus de 9 000 millions de francs qui se décomposent ainsi, plus de 5 000 millions dans la presse et 1500 millions à la télévision. TF1 et la Régie française de publicité ont un stand dans ce salon qui fermera ses portes le 1er juin. Décès à Grasse de Madame de Saint-Exupéry, l'épouse du célèbre écrivain et pionnier de l'aviation originaire du San Salvador. Madame Consuelo Saint-Exupéry était aux États-Unis lorsqu'elle avait appris la disparition de Saint-Ex. L'opéré du cœur de Créteil est dans un état satisfaisant. Son identité n'a toujours pas été divulguée. On sait seulement que c'est un homme de 34 ans. C'est la 423e greffe cardiaque dans le monde depuis décembre 67. Enfin, première pêche dans le Roussillon. Elles sont un peu en retard cette année, les pêches, par rapport à l'année dernière. Une quinzaine de jours, mais elles seront, paraît-il, bien meilleures. Et la récolte devrait être supérieure de 20%. Et cela nous amène tout naturellement au temps qu'il fait et qu'il fera. Alors, pour aujourd'hui, hausse générale ou à peu près des températures, en tout cas dans le nord-est, baisse dans le sud-ouest, et souvent, en tout cas, sur le pays, tendance orageuse, parfois très prononcée, comme sur Paris. Demain matin, le temps restera très nuageux, très orageux sur une bonne moitié de la France, de la frontière belge aux Pyrénées. Sur l'ouest, un temps plus frais et variable est annoncé. Mais enfin, vous voyez que les nuages blancs, là, sont pleins de nuages gris, ce qui signifie bien tendance à l'orage. À Roland-Garros, cet après-midi, c'était, même pour les grands champions de tennis,
le passage difficile des qualifications. Or, le super champion a connu lui aussi des difficultés, c'est Borg. Mais le public qui a assisté dans l'indifférence à l'élimination de Geoffrey a fait de Noah son enfant chéri. Un match contre l'Américain Martin qui fut loin d'être techniquement parfait, mais qui fut gagné à l'arraché en 5-7 et qui fut surtout véritablement passionnant et même haletant, comme on dit. Les 10 000 spectateurs de Roland-Garros attendaient l'entrée des deux grandes vedettes aujourd'hui dans le tournoi des internationaux de France. Jimmy Connors, qui jouait un peu l'Arlésienne depuis 5 ans, a éliminé au premier tour son compatriote Terry Moore. John Borg, qui rencontrait ce matin le Tchécoslovaque Thomas Smid, n'a pas convaincu ses supporters. Ce n'était pas du grand Borg tel qu'on l'avait vu l'an dernier, celui qui n'avait concédé aucun set à ses adversaires. Aujourd'hui, en effet, il a quelque peu peiné pour éliminer Smid en 4-7, 6-1, 5-7, 6-4, 6-4. Mais n'oublions pas qu'il était encore handicapé il y a à peine 8 jours par une élongation musculaire à la cuisse. Le jeune Français Yannick Noah n'est pas encore une grande vedette, mais il a enthousiasmé le public en se battant avec une fougue étonnante contre l'Américain Bill Martin, qui n'est classé que 100e au classement mondial. Peu avare de ses efforts, Noah se jetait littéralement sur les balles et parvenait ainsi à éliminer son adversaire en 4-7, 7-5, 6-7, 6-2, 6-7, 7-3. Ah oui, il se jetait sur les balles. Les rues des grandes villes réservées aux enfants le mercredi après-midi. Voilà ce qu'avait recommandé le ministère de l'Environnement dans le cadre de l'année de l'enfant. Eh bien, 10 grandes villes en France ont répondu à cette initiative. Manosque, Angoulême, Angers, Charleville-Mézières, Arras, Brest, Chartres, Narbonne, Lille et Lyon. Dans ces villes et dans certains quartiers, en tout cas de ces villes, les rues seront piétonnières, comme on dit, le mercredi après-midi. Et comme il n'y aura pas de voiture, on pourra s'amuser en toute liberté. Pour cela, des volontaires s'ingénieront, j'en suis sûr, et ça continuera à animer ces quartiers. C'est déjà le cas dans les rues d'Angers. Un reportage de Christiane Delacroix. À Angers, tout comme à Angoulême ou à La Rochelle, quelle est donc la place de l'enfant dans la ville face aux obstacles, aux interdictions et aux dangers? Redonner un espace urbain à ces jeunes pour leur permettre de mieux vivre dans leur environnement immédiat, c'est l'objectif de l'opération expérimentale Les rues du mercredi. Elle consiste à fermer une fois par semaine à la circulation automobile et à ouvrir aux enfants certaines rues dans les villes en y créant une animation libre. Priorité est donnée aux quartiers qui manquent d'espace vert ou d'animation culturelle. Et les enfants viennent, un peu surpris d'avoir cet espace de jeu bien à eux et d'exercer en toute liberté des activités diverses. Pour réaliser ce type d'action, la délégation à la qualité de la vie s'adresse aux mairies qui, après accord, contactent les collectivités locales et les associations de quartier. Le coût de l'opération, subventionné à 50%, est d'environ, pour les municipalités, de 10 à 20 000 francs par an. Mais fermer des places et des rues de 9h du matin à 18h, est-ce que cela ne crée pas trop de perturbations, de gêne et d'embouteillages dans les villes? Non, d'abord les automobilistes s'adaptent à trouver des parkings nouveaux dans le centre. Les habitants du quartier trouvent un peu une animation nouvelle. Et en fonction de ça, eh bien, quelque chose de sympathique se déroule. Et aujourd'hui ici dans le centre, hier dans les quartiers périphériques de la ville. Et apparemment les choses se passent dans la bonne humeur. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait un gâteau en sucre. Un gâteau. Est-ce qu'il était réussi? Oui. J'ai fait des ballons. Je me maquillais. Comment est-ce que tu passes tes mercredis d'habitude? Je regarde la télévision. Dites-nous un peu ce que vous a apporté ce mercredi à toutes les deux. C'est mieux, on peut sortir, c'est mieux, on est tous ensemble. À Angers, les mercredis sont devenus jours de fête grâce à une animation réussie. Reste à souhaiter que l'expérience s'étende à beaucoup d'autres villes et qu'elle se poursuive même au-delà de l'année de l'enfance. C'est vrai que les rues s'ennuient sans les enfants. Alors si ça peut changer quelque part en France le mercredi, c'est très bien. Bonne soirée à tous et à toutes au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Jean-Louis Burgat à 23h30, vers 23h30. Merci.